Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Elisabeth Fritzl. Son cauchemar aura duré 24 ans. Lorsque Elisabeth Fritzl est enfin libérée, le 27 avril 2008, le monde entier découvre avec horreur le calvaire qu'elle a enduré. Séquestrée dans la cave par son propre père, elle a subi privation et viol à quelques mètres seulement du reste de sa famille. 7 enfants sont nés de cet inceste sans que personne ne se rende compte de l'enfer qu'elle vivait. Comment ce père tortionnaire a-t-il pu cacher son terrible secret pendant aussi longtemps? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Nous sommes le 19 avril 2008. Une jeune fille est amenée à l'hôpital. Elle est entre la vie et la mort et présente des symptômes étranges. Les médecins ignorent de quelle maladie elle souffre. Pourtant, il y a urgence. Ils vont alors faire une étrange découverte. La jeune patiente ne figure pas dans les registres de l'état civil, comme si elle n'avait jamais existé. Les médecins sont face à une énigme. Qui est cette jeune femme dans un état désespéré? Pour le savoir, ils alertent la police et le mystère s'épaissit encore. Les enquêteurs découvrent que sa mère, une certaine Elisabeth Fritzl, a disparu depuis 1984. Face à cette situation hors du commun, la police ouvre une enquête sur une affaire qui a démarré 24 ans plus tôt. Tout commence le 28 août 1984 dans la petite ville autrichienne d'Amstetten, sur les bords du Danube. Une jeune fille de 18 ans disparaît mystérieusement. Elle s'appelle Elisabeth Fritzl. Elle ne laisse aucune explication et n'emporte ni effet personnel, ni papier d'identité. Sa famille essaie de la retrouver. Christine, sa tante, participe aux recherches. Ma sœur m'a dit qu'Elisabeth avait disparu. Mon mari de l'époque et moi, nous sommes allés à la gare et on a pris le train jusqu'à Amstetten. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. On regardait dans chaque station si elle n'était pas là. Parce qu'aujourd'hui, quand une fille disparaît, on la retrouve souvent chez les SDF. On l'a cherchée toute la nuit. Mais personne ne retrouvera Elisabeth. Ses parents, Joseph et Rosemarie Fritzl, signalent sa disparition au commissariat. Les policiers ouvrent une enquête. Où est Elisabeth? Pourquoi a-t-elle disparu du jour au lendemain? Pour le savoir, ils examinent le passé de la jeune femme. Elle était très calme. Bien sûr, elle avait aussi ses moments de joie. Elle riait, elle s'amusait quand on faisait des bêtises ensemble. Christa Woldrich, amie d'enfance d'Elisabeth Fritzl. Mais chez elle, on remarquait qu'elle était réservée. Elle ne participait pas à tout. Elle était renfermée sur elle-même. Les enquêteurs vont faire une découverte qui va les mettre sur une piste. 2 ans avant sa disparition, Elisabeth a fait une fugue avec une copine. Une copine l'a accompagnée. Elles étaient jeunes. Elles voulaient de l'aventure. Joseph Leitner, locataire de Joseph Fritzl. Alors elles sont parties à Vienne. Mais comme elles étaient recherchées, la police les a retrouvées là-bas. Pourquoi Elisabeth s'est-elle enfuie? À l'époque, personne ne cherche vraiment à le savoir. Mais quand elle disparaît à nouveau, 2 ans plus tard, les enquêteurs sont persuadés que c'est une nouvelle fugue. Et un événement inattendu ne tarde pas à confirmer leur hypothèse. Quelques semaines après sa disparition, les parents d'Elisabeth reçoivent une lettre. Une lettre surgit quelques jours après la disparition du 28 août 1984. Morin Picard, journaliste.
Une lettre dans laquelle Elisabeth Fritzl dit qu'elle part, elle quitte le foyer familial, elle a rejoint une secte et il ne faut surtout pas essayer de la retrouver. Elisabeth serait donc partie dans une secte de son plein gré. L'enquête touche à sa fin. Pourtant, les policiers vont recueillir de nouveaux témoignages qui vont les laisser perplexes. Certains amis d'Elisabeth ne croient pas à cette histoire de secte. Dès le début, on a pensé qu'elle pouvait être partout, sauf dans une secte. Elle était peut-être partie quelque part avec quelqu'un. On a pensé plutôt à la Hollande, quelque part à l'étranger, mais jamais dans une secte. C'était exclu. Alors, où est la jeune femme ? Ces derniers témoignages sèment le doute dans l'esprit des policiers. Ils décident de poursuivre leurs investigations. Ils vont chercher à déterminer pour quelles raisons Elisabeth se serait enfuie. Pour le savoir, ils vont s'intéresser à la famille. Rosemary et Joseph Fritzl se marient en 1955. Ils ont alors une vingtaine d'années. Les Fritzl sont une famille classique de l'Autriche rurale, dans un village charmant et fleuri, Amstetten. Joseph Fritzl est le patriarche. Il a eu 7 enfants légitimes avec sa femme Rosemary. C'est un électromécanicien qui a fait fortune dans l'immobilier. Elisabeth est la 4e de ses 7 enfants. Peu après sa naissance, la famille s'installe dans le centre d'Amstetten, au 40 Ybbstrasse. Joseph Fritzl est un citoyen modèle, un voisin tranquille. Tout le monde l'appréciait. À Amstetten, au travail. Quand il sortait avec sa voiture dans le village, tout le monde le saluait. Salut, salut. Il était très bien vu. En apparence, les Fritzl forment une famille autrichienne sans histoire. Mais les enquêteurs vont vite découvrir qu'à la maison, Joseph Fritzl a un tout autre visage. Effectivement, Fritzl, s'il est connu pour être aimable dans le voisinage. Grégory Peytavin, journaliste. C'est quelqu'un qui, en fait, à la maison, est extrêmement autoritaire. Son épouse est totalement effacée, n'a pas voix au chapitre. Au début, il était assez gentil. Enfin, c'est ce dont je me rappelle. J'étais toute jeune à l'époque, mais il était encore agréable. Mais au fil des ans, avec les enfants, son comportement s'est détérioré. Selon tous les témoins, Joseph Fritzl est un homme violent et autoritaire. C'est surtout avec Elisabeth que les relations semblent conflictuelles. Quand elle n'allait pas bien ou qu'elle était de mauvaise humeur et qu'on lui demandait pourquoi, elle disait toujours « Tu sais que je ne peux pas en parler. Je n'ai pas le droit, sinon j'aurais des ennuis avec mon père. » Ou papa, comme elle disait à l'époque. Il l'emmenait toujours partout avec lui. Les autres enfants, il ne les emmenait pas partout comme ça. Mais Elisabeth, oui. Et il voulait toujours qu'elle soit à la maison. Il ne l'autorisait pas à avoir des amis ou un copain. Et il voulait qu'elle soit tout le temps chez elle. Ça, je le sais de ma sœur. Les policiers ont acquis une certitude. Ce père autoritaire pourrait être à l'origine de la disparition d'Elisabeth. Pour lui échapper, elle se serait enfuie dans une secte. Pourtant, les enquêteurs ne poussent pas les investigations plus loin. Et 1 an après sa disparition, l'affaire est classée. Mais 24 ans plus tard, coup de théâtre. Alors que plus personne n'attend des nouvelles d'Elisabeth, une jeune inconnue est amenée à l'hôpital. L'homme qui l'accompagne prétend qu'elle est la fille d'Elisabeth Fritzl. Une jeune fille de 19 ans arrive dans un état assez désespéré à cet hôpital. Elle est immédiatement placée en soins intensifs. Elle est prise de crampes terribles, elle est épileptique, elle est gravement malade. Elle est dans un état assez grave, elle souffre d'insuffisance rénale, d'insuffisance pulmonaire, elle est placée donc en réanimation. Kerstin présente des symptômes étranges, une pathologie que les médecins ne connaissent pas. Le corps médical est désemparé. Il suspecte une maladie génétique. Pour s'en assurer, les médecins cherchent alors ses antécédents médicaux sur le fichier national. Mais à leur grande surprise, la patiente n'y figure pas.
Immédiatement, ce qui attire l'attention des docteurs, c'est que cette femme n'a aucune existence légale, administrative, elle n'a pas de papier, elle n'a pas de numéro de sécurité sociale, elle n'existe pas aux yeux de l'administration autrichienne. Kerstin est une inconnue pour l'administration. Pour en savoir plus, les médecins se tournent vers l'homme qui l'a amenée à l'hôpital. Il se présente comme son grand-père, mais il ne semble pas très coopératif. Le grand-père se manifeste par un comportement extrêmement déroutant. Il est très agressif, presque arrogant. Et surtout, il veut répondre aux moins de questions possibles. Il veut juste que les médecins de l'hôpital d'Amstetten soignent sa petite fille de manière à ce qu'elle puisse rentrer chez elle le plus vite possible. Les médecins sont stupéfaits. Pourquoi cet homme refuse-t-il de donner des informations qui pourraient sauver la vie de sa petite fille? Face à cette situation inhabituelle, ils préviennent la police. Les enquêteurs vont rester sans voix en découvrant à qui ils ont affaire. Le grand-père de Kerstin n'est autre que Josef Fritzl, le père d'Elisabeth Fritzl, cette jeune femme disparue il y a 24 ans. Et il va leur raconter une étrange histoire. Il affirme que Kerstin est la fille de sa propre fille Elisabeth, qui a disparu depuis 24 ans. Il dit avoir découvert donc Kerstin devant sa porte, avec un message de sa fille Elisabeth qu'il n'avait plus revue, lui demandant « Ma fille est malade, je ne peux pas m'en occuper, occupez-vous d'elle ». Les enquêteurs sont sidérés. Elisabeth, dont tout le monde est sans nouvelles depuis 24 ans, aurait déposé sa fille ce matin même devant la porte de ses parents. Et elle se serait volatilisée à nouveau. Pourtant, les médecins ont besoin de la retrouver au plus vite. Elle est la seule à pouvoir les informer sur les antécédents médicaux de Kerstin. Et le temps presse. La jeune fille est dans le coma. 2 jours après l'arrivée de Kerstin à l'hôpital, médecins et policiers décident de tenter le tout pour le tout afin de retrouver Elisabeth. Et ils passent un appel à témoins dans le journal de 20h. Qu'espérez-vous de cette médiatisation ? Je souhaite que la mère prenne contact avec nous. Nous espérons que ça va nous permettre d'avancer dans notre diagnostic. Cette médiatisation de l'affaire va payer. 5 jours plus tard, nouveau rebondissement. Celle que tout le monde recherche à travers tout le pays se présente aux urgences de l'hôpital. Elisabeth vient de réapparaître après 24 ans d'absence. Elle a désormais une quarantaine d'années et elle n'a plus rien à voir avec la jeune femme qu'elle était il y a 24 ans. Les médecins sont atterrés par son aspect. Elle est souffreteuse. Morin Picard, journaliste. Elle fait beaucoup penser à sa fille Kerstin, qui se trouve dans le même état, qui a la peau blanchâtre. Un aspect maladif qui inquiète les médecins. En plus, Elisabeth ne donne aucune explication sur ses 24 années d'absence. Face à cette situation invraisemblable, les médecins appellent les policiers. Elisabeth et son père, Josef Fritzl, sont conduits au poste pour être interrogés. Et ce qu'ils vont raconter va horrifier les enquêteurs et bientôt le monde entier. Il va falloir près de 5 heures pour que Elisabeth, qui est quand même menacée par les enquêteurs d'être accusée de complicité, de séquestration, d'actes graves, raconte la réalité. Une réalité terrifiante que les inspecteurs étaient loin de soupçonner. Elle déclare qu'elle n'a jamais été dans une secte, qu'elle est séquestrée depuis un triste jour de 1984 dans une cave. Et que Kerstin n'a jamais été dans une secte non plus, et que si elle est tombée malade, c'est qu'elle vit depuis sa naissance, 19 ans auparavant, dans cette cave avec sa mère. Elisabeth, que tout le monde croyait partie dans une secte, a en fait été kidnappée par son père à l'âge de 18 ans. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Elisabeth Fritzl est séquestrée depuis 24 ans dans la cave du domicile de son père. Et avec elle dans la cave se trouvent des enfants, tous mineurs. Ces enfants ont été conçus par inceste entre Josef Fritzl et sa fille Elisabeth. De ces viols sont nés 7 enfants, tous élevés dans la cave sous la maison familiale. L'histoire est tellement monstrueuse que dès le lendemain, elle fait la une de la presse. En ouvrant leurs journaux, les habitants d'Amstetten sont sous le choc.
Mon chef me dit, on a retrouvé la petite Fritzl. Elle était emmurée. Joseph Leitner, locataire de Joseph Fritzl. J'ai dit quoi? Emmurée? C'est impossible à imaginer. 24 ans dans une cave, enfermé, et des enfants en plus. Mais qui fait ça? C'est dingue. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des centaines de journalistes affluent dans la petite ville autrichienne. Joseph Fritzl est placé en garde à vue et mis en examen. Tout le monde veut savoir qui est l'homme qui a commis de telles atrocités sur sa propre fille. Joseph Fritzl naît en 1935. Très vite, ses parents se séparent. Sa mère, Maria Fritzl, l'élève seule, et elle n'est pas une mère très aimante. Sa mère était une femme très dure. Elle ne le voulait pas. Elle ne voulait pas d'enfant. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. Elle le frappait tout le temps. Elle ne l'aimait pas. Et je crois que la brutalité de sa mère, ça a cassé quelque chose en lui quand il était petit. Maria Fritzl ne s'occupe pas de son fils. Elle le laisse seul à la maison des heures durant. Et quand elle est avec lui, elle le maltraite. Il a raconté qu'elle était très impulsive. Adélaïde Kästner, expert psychiatre. Elle le punissait et elle le battait très souvent sans raison particulière. Elle se défoulait sur cet enfant lorsqu'elle était frustrée et ça arrivait souvent. Joseph Fritzl va faire des études et devenir ingénieur. Il se marie, mais une fois en couple, il va reproduire le schéma maternel et devenir tyrannique à son tour. Ses 7 enfants deviennent ses souffres-douleurs. Quand il rentrait du travail et que les enfants jouaient, il devenait calme tout d'un coup. Dès qu'il passait le pas de la porte, il n'y avait plus un bruit. Ils étaient tous assis, comme des petits lapins. Et pour n'importe quoi, vraiment pour n'importe quoi, il les battait. Tout était prétexte à leur taper dessus. Les enfants devaient toujours être calmes. Toujours. Fritzl n'est pas seulement un homme violent. Il entretient également un rapport malsain avec les femmes. Il a raconté que tout avait commencé quand il observait des couples dans des situations intimes, à travers des fenêtres ouvertes. Ensuite, il a commencé à aller dans des parcs pour suivre des femmes, en se masturbant, mais sans forcément qu'elles le voient ou qu'elles s'en rendent compte. À 32 ans, Fritzl franchit une nouvelle limite. Il suit une femme dans la rue et la viole, chez elle. Il écopera de 18 mois de prison. À l'époque, il est marié avec Rosemary depuis déjà 12 ans. Contre toute attente, son épouse ne lui tourne pas le dos. Et Rosemary va dire à la famille que Joseph Fritzl, en bon ingénieur, a dû partir pour un contrat à l'étranger et va revenir bientôt. Grégory Peytavin, journaliste. Là encore, on est dans le déni et elle se rebelle pas. Elle avait une occasion là pour se rebeller, elle ne l'a pas fait. C'est peut-être une des aussi fautives ou complices par passivité de cette histoire. Selon les experts, Fritzl est un pervers sexuel. C'est en sortant de prison qu'il commence à mettre sur pied un plan machiavélique. Il a déclaré qu'il était né pour violer. C'était donc clair pour lui qu'il devait trouver une autre solution pour satisfaire ce besoin en cachette, loin du regard des autres. L'audition de Fritzl dure 2 jours. 2 jours au cours desquels il avoue tout dans les moindres détails. Les enquêteurs découvrent avec stupeur un plan qu'il avait échafaudé minutieusement dès 1978, 6 ans avant d'enlever Elisabeth. Un plan qui commence par l'obtention d'un permis de construire. Construire un abri anti-atomique. On est en fin de guerre froide et en Autriche, il n'y a rien d'anormal à construire un abri anti-atomique dans son jardin. L'abri anti-atomique, c'est la version officielle. En réalité, Joseph Fritzl construit une maison souterraine dans laquelle il prévoit d'enfermer sa fille Elisabeth. Et personne ne se doute de rien, car Joseph Fritzl a un atout,
Il est ingénieur de formation. Je dois dire qu'en ce qui concerne l'électricité, l'électronique, la construction de machines, il faisait tout seul. Il pouvait construire une maison, par exemple. Tout ce que les entreprises de travaux font, il le faisait. Joseph Fritzl va construire une véritable forteresse juste en dessous de sa maison. Au moment où l'affaire éclate, le monde entier découvre avec horreur les plans de ce cachot dans les journaux. À la cave déjà existante, Joseph Fritzl rajoute un sas de sécurité. Puis il construit les 2 premières pièces. Au fil des années, la construction s'agrandit. Une chambre, une cuisine, une salle de bain, puis une 2e chambre. Et surtout, un système de sécurité redoutable. Au fond de la première pièce qui constitue la cave principale, il y a des étagères. Et ces étagères camouflent une porte pivotante. On est un peu dans un film. Elle s'ouvre sur une autre pièce qui est un sas, qui lui-même s'ouvre sur une autre porte qui ne s'ouvre que par l'extérieur. Et seul Fritzl connaît la combinaison. Il avait renforcé la porte avec du béton. C'était comme la porte d'un abri anti-atomique, qui résiste même contre les grenades. En fait, c'était vraiment un abri anti-atomique. Cette cave est une prison dont il est impossible de s'échapper. Après 6 années de travaux, son bunker est prêt. Il ne reste plus qu'à y attirer Elisabeth, sa fille de 18 ans. Le mercredi 28 août 1984, Fritzl passe à l'action. Il profite d'une absence de sa femme, Rosemary, pour mettre son plan à exécution. Une énième dispute éclate entre Joseph Fritzl et sa fille. Morin Picard, journaliste. Ce jour-là, Joseph Fritzl l'entraîne dans le garage, dans l'établi, à l'arrière de la propriété, et la chloroforme, puis lui passe des menottes. Quand Elisabeth Fritzl émerge de son coma, elle est dans un sous-sol, faiblement éclairé, elle est menottée. Joseph Fritzl abandonne Elisabeth dans son cachot. Elle est loin d'imaginer que son calvaire va durer 24 ans. Il faut dire que Joseph Fritzl a pensé à tout pour maquiller son crime. Le lendemain, perfide, il va témoigner auprès de la police et il va signaler la disparition d'Elisabeth. Et il joue le rôle d'un père éploré, un bon père de famille catastrophé, assurant que déjà il avait des doutes, que sa fille avait fugué et qu'elle a dû être enlevée par une secte. Il a mis en place un scénario qui accrédite sa thèse de disparition. Le piège préparé depuis de longues années se referme. Personne n'imagine que sous cette maison vit une jeune fille de 18 ans séquestrée par son père. Et personne n'imagine l'horreur de ce qui s'y passe. Au commissariat, les enquêteurs se demandent comment Elisabeth a réussi à survivre entre 4 murs pendant aussi longtemps. À quoi ressemblait son quotidien? Le récit qu'elle livre aux policiers est à peine croyable. Durant les 5 premières années de sa captivité, Elisabeth est seule. 5 longues années d'ennui et de souffrance. Son unique lien avec le monde extérieur, c'est son père, qui lui apporte de la nourriture et qui lui fait vivre un calvaire. Joseph Fritzl lui rend visite, une fois par jour, à la tombée de la nuit, et la viole, sans un mot. Il va la violer 3000 fois. C'est le chiffre qui a été établi par la police avec le témoignage d'Elisabeth. Et l'horreur continue. À 23 ans, Elisabeth s'aperçoit qu'elle est enceinte. Malgré les risques, Joseph Fritzl refuse qu'elle aille à l'hôpital. Il l'oblige à accoucher seule dans la cave. Joseph Fritzl lui a apporté, pour tout soutien médical, un manuel sur la grossesse et l'accouchement. Elle dispose d'une serviette, de quelques instruments médicaux au cas où il faudrait alléger certaines souffrances, et lui-même refuse de l'aider. Elisabeth accouche d'une petite fille, Kerstin, celle qui sera emmenée à l'hôpital 20 ans plus tard et par qui toute l'histoire sera découverte.
1 an plus tard, naît Stéphane, puis il y aura Lisa et enfin Monica. 10 ans après avoir été enfermée dans la cave, Elisabeth a déjà 4 enfants. Et ils ne sont pas seulement le fruit du viol. Ces enfants font aussi partie de la stratégie de Fritzl. Le but, c'est de posséder quelqu'un. Le pouvoir total sur quelqu'un. Il m'a dit que plus il aurait d'enfants avec elle, plus elle serait une valeur sûre pour lui. Adélaïde Kestner, expert psychiatre. Même s'il l'avait libérée, en tant que mère de 7 enfants, elle aurait toujours été à lui. Parce que qui aurait voulu d'une femme avec 7 enfants? Et puis on peut aussi dire, plus il y a de sujets, plus le maître a de pouvoir. Dans la cave, le quotidien se déroule tant bien que mal. Elisabeth Fritzl s'efforce d'offrir un semblant de vie à ses enfants. Dans son calvaire, Elisabeth est une mère extraordinaire. Elle instruit ses enfants, elle les couve, elle leur offre une affection débordante, elle leur apprend à lire et à écrire. Leur seule fenêtre sur le monde extérieur, c'est une télévision. Et c'est aussi leur bourreau, Joseph Fritzl. Il a descendu un oiseau dans la cave. Il y avait de la décoration. Il avait pensé à tout. Il leur a même descendu de la neige une fois, pour que les enfants voient à quoi ça ressemblait. Ils n'en avaient vu qu'à la télévision. Elisabeth subit les viols réguliers de son père. Elle tente comme elle peut de protéger ses enfants, car avec eux aussi, Fritzl se comporte comme un tyran. Joseph Fritzl dispose tout simplement d'un pouvoir de vie et de mort sur les occupants de la cave. Il leur dit que, à la moindre incartade, il fermera la porte à tout jamais. Et on verra bien combien de temps ils pourront survivre. Les années passent, les enfants grandissent. Dans la maison du dessus, Rosemary et ses 6 autres enfants ne s'aperçoivent de rien. Le plan de Joseph Fritzl fonctionne à merveille. Mais les premiers problèmes surviennent. Et Fritzl va franchir un nouveau pas dans l'horreur. En 1996, Elisabeth tombe à nouveau enceinte. Cette fois, elle attend des jumeaux et son accouchement se passe très mal. Le petit Michael, qui naît en 1996, qui est pris d'insuffisance respiratoire dès sa naissance et qui décède sans que personne ait pu s'occuper de lui, puisque Joseph Fritzl refuse de le faire hospitaliser, malgré les supplications de sa fille Elisabeth, qui le voit mourir devant elle. Hospitalisé à temps, Michael aurait sans doute survécu. Mais Fritzl ne veut prendre aucun risque. Alors il laisse l'enfant mourir, sans aucun soin, et il se contente de faire disparaître le corps. Il va l'incinérer dans une chaudière. Grégory Peytavin, journaliste. Et ce qui est épouvantable chez cet homme-là, c'est que finalement, il règle un problème, rien d'autre. Et Fritzl devra bientôt résoudre un autre problème. Avec toutes ces naissances, la cave devient trop petite. Fritzl imagine alors un nouveau scénario. Et encore une fois, personne n'y voit rien de suspect. Il va inventer un stratagème pour faire sortir certains enfants. Ça commence avec Lisa, qui est une petite fille qui écrit beaucoup. À 9 mois, Fritzl fait sortir Lisa de la cave et la dépose sur le pas de sa porte. C'est Rosemary, sa femme, qui va la découvrir. Un matin de bonne heure, ma sœur est sortie de la maison et elle a entendu un chouinement. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. Alors elle a regardé autour d'elle et elle a vu un gros carton. Et là, Lisa était dedans. Avec un mot d'Elisabeth, c'était son écriture, qui disait qu'il devait s'occuper de la petite et qu'on ne devait pas la chercher, que ça ne servait à rien. Sans le moindre scrupule, Joseph Fritzl fait adopter les enfants qu'il a eus avec sa propre fille par sa femme, Rosemary. Ainsi, ils accueillent Lisa, puis Monica et Alexander. Fritzl les fait sortir de la cave quelques mois seulement après leur naissance pour ne pas qu'ils puissent parler. Et il ne les choisit pas par hasard. La seule explication que Joseph Fritzl donnera par la suite aux enquêteurs, Morin Picard, journaliste. C'est qu'il a choisi entre les plus calmes et les plus bruyants. Les plus bruyants sortent de la cave.
Si Fritzl fait sortir les plus agités, c'est pour ne pas alerter les voisins. Ces 3 enfants vont vivre une vie presque normale dans la maison d'en haut. Une vie que Fritzl prend un malin plaisir à raconter à leurs frères et sœurs restés en bas dans la cave. Fritzl pousse le vice à donner quelques nouvelles des enfants d'en haut à leurs frères et sœurs qui vivent dans la cave. Alors il fait des photos des enfants que lui a élus quand ils font un barbecue dans le jardin, quand ils jouent au bord de la piscine l'été, et il montre ces photos aux autres enfants. 3 enfants sont à l'air libre, 3 autres toujours enfermés dans la cave. Et leur calvaire dure ainsi pendant de longues années, enfermés entre 4 murs sans voir la lumière du jour. Jusqu'à ce 19 avril 2008 où Kerstin tombe malade. Elisabeth parvient à convaincre son père de l'emmener à l'hôpital. Une semaine plus tard, elle le convainc à nouveau de la laisser se rendre au chevet de sa fille. La double vie de Joseph Fritzl s'arrête là. Les policiers vont libérer les enfants encore enfermés dans la cave. Aussitôt après les révélations d'Elisabeth Fritzl, les policiers foncent dans la maison d'Ypstrasse et libèrent Stéphane et Félix. Félix, le plus petit, a 5 ans. Dans la voiture qui l'emmène vers l'hôpital, Félix est glué à la fenêtre. Les policiers racontent que le petit garçon est fasciné par le spectacle du ciel, des arbres, des voitures qu'il croise sur la route. Il n'a jamais vu quelque chose d'aussi féerique. L'histoire des Fritzl est tellement ahurissante que les policiers ont du mal à y croire. Pendant des années, 7 personnes ont vécu à quelques mètres seulement sous la maison familiale. Comment ce drame a-t-il pu passer inaperçu? C'est ce que les policiers vont maintenant tenter de comprendre. Les enquêteurs s'aperçoivent rapidement que si Fritzl a réussi à cacher sa double vie, c'est parce qu'il avait imaginé un système quasiment infaillible. Pendant 24 ans, il a imposé à sa famille d'en haut des règles drastiques. Personne n'avait le droit de s'approcher de la cave, ni Rosemary, ni les enfants, et personne n'avait envie d'enfreindre ces consignes. Fritzl est très violent, leur fait peur, les menace, donc personne ne se risque à descendre dans la cave. La cave, c'est son domaine. Tout le monde le craignait, même ma sœur. Elle se faisait frapper tout le temps, tyrannisée. Elle était comme un chien soumis. J'ai jamais compris ça. C'était comme s'ils étaient tous ses prisonniers. La famille n'est pas la seule à devoir se plier aux règles du tyran. Pour se faire un revenu supplémentaire, Fritzl louait des chambres dans sa maison. Pendant les 24 ans de captivité d'Elisabeth, une centaine de locataires se sont succédés. Et personne n'a jamais rien remarqué. Mais le règlement était drastique. Il ne devait en aucun cas s'approcher de la cave ou du jardin situé juste au-dessus. Joseph Leitner a loué une chambre chez Fritzl pendant 4 ans. Une fois, je lui ai demandé « Monsieur Fritzl, est-ce que nous pouvons utiliser le jardin une belle journée comme aujourd'hui ?» Il a tout de suite répondu non. Joseph Leitner, locataire de Joseph Fritzl. Et que si jamais il se rendait compte qu'on avait été dans le jardin, il déciderait de résilier notre bail. C'était son domaine privé et c'était pareil pour la cave. Fritzl leur interdit même de posséder un animal de compagnie. Joseph Leitner a osé enfreindre cette interdiction et son chien a peut-être été le seul à se douter de quelque chose. Souvent, quand je regardais la télévision, je baissais le volume parce que les murs étaient très fins. Et régulièrement, les oreilles de mon chien se dressaient. Et il commençait à aboyer ou à grogner très doucement. Et je lui disais « Mais Sam, qu'est-ce qui se passe? Arrête, j'ai regardé dehors, il n'y a rien. » Mais ça se passait très souvent. C'était presque tous les jours. Peut-être qu'il sentait vraiment quelque chose. Les chiens sentent ça. Ils ont du flair. Joseph Fritzl passe ses journées à cacher la vie de sa famille clandestine. Pour ne pas être démasqué, il fait des kilomètres pour jeter leurs poubelles ou pour aller faire des courses. Donc il se rend à l'opposé d'Amstetten dans un supermarché totalement anonyme. Il va faire des courses, il achète des couches pour les enfants, il achète de la nourriture. Il se rend dans des pharmacies, acheter de l'aspirine parce que c'est la seule chose auquel ils ont droit. C'est quelqu'un qui finalement cloisonne tout dans sa journée, dans sa vie.
La vie d'en haut, les courses pour la vie d'en haut, et puis après, les courses beaucoup plus loin pour la vie d'en bas. Et il leur amène tout cela en cachette le soir venu, quand il n'y a plus personne qui est éveillé dans l'immeuble. Fritzl va aussi bénéficier d'une certaine défaillance du système administratif. À l'époque, la famille qui a adopté légalement les 3 enfants de la cave reçoit régulièrement la visite des services sociaux. Mais curieusement, ils n'ont pas l'idée de poser des questions sur l'origine de ces enfants. La responsabilité des services sociaux va être totalement occultée pendant l'enquête. L'argument invoqué par l'administration tient simplement au fait que, comme dans toutes les administrations de tous les pays, les services sociaux sont en surcharge. Il y a un manque d'effectifs criant. Et somme toute, Joseph Fritzl a bien ficelé son affaire. Il a fait signer ses lettres de sa fille, de la main de sa fille, et qui donne admirablement le change aux services sociaux qui ne voient pas le mal là où ils auraient dû le trouver. Pendant 24 ans, Fritzl s'est montré d'une intelligence démoniaque. Démasqué, il va maintenant devoir s'expliquer devant un tribunal. Les juges et le monde entier attendent de voir celui que l'on appelle désormais le monstre d'Amstetten. Le procès s'ouvre le 16 mars 2009 à St. Pölten, à une centaine de kilomètres de Vienne. Joseph Fritzl arrive à l'audience escorté par une dizaine de policiers et caché derrière ce classeur. Il est poursuivi pour viol, inceste, séquestration, esclavage et meurtre. Il risque la peine maximale, la prison à perpétuité. 2 ans seulement après l'affaire Kampusch, les yeux du monde entier sont à nouveau braqués vers l'Autriche. L'Autriche est devenue le pays des caves. Les tabloïds anglais et allemands s'en donnent à cœur joie. Morin Picard, journaliste. Joseph Fritzl doit être condamné, si possible, à perpétuité, et si possible, faire en sorte que Joseph Fritzl disparaisse à tout jamais de la société. De nombreux journalistes viennent couvrir cette affaire. Seule une centaine d'entre eux, triés sur le volet, a le droit d'assister à l'audience. Morin Picard faisait partie de ceux-là. Ce premier jour de procès reste gravé dans sa mémoire. Joseph Fritzl lève les yeux et balaye la salle du regard. Et nos regards se croisent. À l'instant où nos regards se croisent, je comprends qui est vraiment Joseph Fritzl. Son regard est perçant, franchement intimidant, glaçant même. Et il y a une raison pour laquelle Joseph Fritzl balaye la salle du regard. Il a entendu dire que Elisabeth pourrait se trouver dans l'assistance pour entendre son père et voir comment il va réagir. Il veut croiser le regard de sa fille. Elisabeth était-elle présente dans le public ce jour-là? Certains affirment que oui. Elle n'a pas été entendue à l'audience pour la protéger. Son témoignage a été filmé. Seuls les jurés et l'accusé visionneront les 11 heures de récit de son calvaire. Joseph Fritzl, lui, se montre inébranlable. Il a préparé sa défense. Et ses arguments laissent les jurés sans voix. On sait peu de choses sur la défense de Fritzl. Grégory Peytavin, journaliste. Il y a la première version qui est celle de ses premiers mensonges, c'est-à-dire ma fille est une droguée, il fallait absolument que je l'empêche de fuguer, d'avoir des mauvaises fréquentations. Donc je l'ai enfermée d'abord pour la protéger d'elle-même. Certes, enfin il l'a violée. Il a eu 7 enfants avec elle. Donc là, on est dans des actes de barbarie. C'est plus la même chose. Le procès s'annonce tendu. Joseph Fritzl reste imperturbable. Mais c'est l'audition du témoignage d'Elisabeth qui va tout faire basculer. Joseph Fritzl, contre toute attente, s'effondre moralement en découvrant le témoignage vidéo de sa fille. Le monstre prend conscience des actes qu'il a commis. Joseph Fritzl s'excuse de ce qu'il a infligé à sa famille et il accepte la pleine responsabilité de ses actes. L'interview et l'audition des différents témoins et experts est évacuée, expédiée par le juge en charge du procès et le verdict tombe au 4e jour. Joseph Fritzl est condamné à réclusion à perpétuité. Joseph Fritzl ne fera pas appel.
Mais une question subsiste à l'issue du procès. Comment Rosemary, son épouse, a-t-elle pu ignorer pendant 24 ans le drame qui s'est joué sous ses pieds? Le mystère reste entier. Ni elle, ni aucun membre de la famille ne seront appelés à la barre. Rosemary était-elle complice? Rosemary a-t-elle été dupée pendant toutes ces années par son propre mari? Je crois que Rosemary était une femme soumise, qu'elle vivait dans une peur permanente, probablement menacée de mort à la moindre occasion par son mari, et que toutes ces années, elle a filé doux. Dans cette famille, tous en voudront toujours aussi à leur mère, parce que c'est évident qu'elle connaissait les pulsions de son mari, elle savait très bien ce qu'il a fait. En tout cas, elle ne pouvait pas ne pas penser que Élisabeth avait cherché à fuguer sa famille pour rien, uniquement parce que c'était une adolescente un peu turbulente. Donc par passivité, par soumission, peut-être par statut social, elle n'a rien dit. Mais elle est complice. Ma sœur vivait pour les enfants, uniquement pour les enfants. Elle a été victime physiquement et mentalement. Christine Ranner, belle-sœur de Joseph Fritzl. Elle n'a pas été épargnée. Mais ce qui est sûr à 100%, c'est que ma sœur a dédié sa vie aux enfants. C'est impossible qu'elle ait su. Impossible. Elle n'a jamais pensé qu'Élisabeth était dans la cave, qu'il la gardait là où ils avaient interdiction d'aller. Rosemary n'a-t-elle rien su ou a-t-elle fermé les yeux, terrorisée par un mari tyrannique? Quoi qu'il en soit, elle a été disculpée par l'enquête de police et aussi par sa fille, Élisabeth. Joseph Fritzl est incarcéré à la prison de Krems. En vertu de la loi autrichienne, il sera libérable en 2024. Il aura alors 89 ans. Après leur sortie de la cave, Élisabeth et ses 6 enfants ont passé 1 an dans une clinique pour réapprendre à vivre normalement, apprendre à courir, à rire, apprendre la pluie et le soleil, apprendre à vivre libre. Ils habitent aujourd'hui dans un endroit tenu secret. Élisabeth Fritzl et ses enfants ont toujours refusé d'être exposés dans les médias. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. L'air était lourd ce matin-là à Amstetten, une petite ville austrienne qui semblait éternellement figée dans son calme provincial. Les rues pavées, les maisons étroites et les façades peintes à la chaux donnaient une impression de normalité si parfaite que personne n'aurait pu imaginer le secret monstrueux qui se cachait derrière les murs d'une demeure ordinaire. La famille Fritzl y vivait depuis des générations, et Joseph Fritzl, le patriarche, était perçu par les voisins comme un homme réservé, presque banal, mais ponctuellement autoritaire. Il n'avait jamais attiré l'attention par un comportement extraordinaire, ni par une extravagance quelconque. Et pourtant, derrière cette façade de banalité, se jouait une tragédie d'une ampleur inimaginable. Élisabeth Fritzl, alors adolescente, avait grandi dans cette maison sans jamais pouvoir imaginer que la vie qu'elle connaissait pourrait s'effondrer. Ses souvenirs de l'enfance étaient empreints de routine, les matins glacials de l'hiver autrichien, les odeurs de pain frais et de café qui s'échappaient de la cuisine, les pas rapides de son père qui résonnaient dans le couloir. Joseph Fritzl exerçait sur sa famille une discipline silencieuse, sans éclat ni démonstration de colère, mais chaque regard et chaque mot semblaient peser plus lourd que n'importe quelle punition physique. Élisabeth se souvenait de cette atmosphère, faite de crainte et d'admiration mêlée, où chaque geste pouvait être interprété et chaque parole épiée. À 16 ans, Élisabeth commença à ressentir les premiers frissons de rébellion. Elle rêvait d'évasion, de voyage, de rencontres au-delà des frontières étroites de la ville. Mais chaque tentative d'affirmation personnelle était subtilement contrecarrée par Joseph, qui s'assurait qu'elle ne puisse jamais quitter la maison seule, ni développer une indépendance trop prononcée.
Les voisins ne remarquaient rien. Ils la voyaient comme une jeune fille obéissante et silencieuse, presque effacée. Pourtant, au fond de son esprit, Élisabeth cultivait des idées de liberté qu'elle n'osait partager avec personne, pas même avec sa mère, qui semblait paralysée par la domination silencieuse de son mari. Le tournant tragique se produisit un soir de mars 1984. Élisabeth, alors âgée de 18 ans, se trouvait seule dans la maison lorsque son père lui demanda de descendre au sous-sol pour chercher des provisions. Ce sous-sol, qu'elle avait toujours trouvé étrange et quelque peu oppressant, était un espace sombre et labyrinthique. Les murs étaient humides, les marches de l'escalier grinçaient sous chaque pas, et une odeur âcre flottait dans l'air. Ce jour-là, sans qu'elle puisse s'y opposer, Élisabeth fut conduite dans une partie du sous-sol qu'elle n'avait jamais explorée, une cellule qu'on pourrait qualifier de cachot. Là, un monde de souffrance l'attendait, un enfer qu'aucune fiction n'aurait pu imaginer. Joseph verrouilla la porte derrière elle. Élisabeth se retrouva plongée dans l'obscurité, seule, avec pour seule compagnie les murs de pierre froide et l'écho de sa propre respiration. Le temps sembla se dilater à l'infini. Les premières heures furent les plus insoutenables. Le froid pénétrait ses os, la faim commençait à la tirailler et la peur l'immobilisait. Chaque bruit provenant de l'étage supérieur ou du couloir lui paraissait être une menace imminente. Elle tenta d'appeler, de frapper, mais personne ne répondit. C'était comme si le monde entier avait décidé de l'abandonner dans cette geôle invisible. Les jours qui suivirent se transformèrent en mois. Élisabeth fut maintenue dans le sous-sol, parfois nourrie, parfois ignorée, toujours sous l'emprise directe et psychologique de son père. Joseph avait planifié chaque détail, la nourriture, l'eau, la lumière limitée, le contrôle des visites médicales. Il s'était assuré qu'aucune routine extérieure ne puisse alerter les voisins ou les institutions locales. La peur, la manipulation et la dépendance forcée devinrent les instruments de son pouvoir absolu. Élisabeth comprit rapidement qu'aucune résistance physique ne suffirait, que sa seule chance de survie résidait dans la dissimulation de ses émotions, dans l'acceptation apparente des ordres, dans le silence. L'isolement total provoqua un bouleversement psychologique profond. Élisabeth se mit à parler seule, pour ne pas perdre la raison, inventant des dialogues imaginaires avec des amis inexistants et des échappatoires qui n'existaient que dans son esprit. Chaque minute était un combat pour conserver son humanité, pour résister à l'effacement progressif de son identité. Elle nota, mentalement, chaque détail de ses journées. Le passage des saisons qu'elle devinait à travers l'humidité des murs, la voix de son père lorsqu'il descendait au sous-sol, le grincement des serrures, tout cela devenait son seul lien avec le monde réel. Au fil des années, Élisabeth donna naissance à des enfants, victimes d'un inceste imposé et silencieux, ajoutant un poids inimaginable à sa détresse. Chaque naissance était à la fois un miracle et un supplice. Miracle de la vie qui persistait malgré l'horreur, supplice de savoir que ses enfants étaient prisonniers de la même cage invisible qu'elle. La vie dans le sous-sol devint un mélange complexe de survie, d'instinct maternel et de lutte contre la démence qui menaçait de l'engloutir. Elle dut apprendre à se dissimuler, à feindre l'absence de vie émotionnelle pour protéger ses enfants et elle-même. Chaque respiration, chaque geste, chaque mot retenu était une stratégie de survie. La maison en apparence tranquille au-dessus de sa tête continuait de fonctionner normalement. Les Fritzl se présentaient au monde comme une famille ordinaire. Élisabeth devait parfois apparaître à l'extérieur, sous prétexte d'activités approuvées par son père, mais ces moments étaient rares et strictement contrôlés. Elle apprit à naviguer entre deux mondes, l'un, celui du sous-sol, peuplé de peur et de douleur, et l'autre, celui de la façade sociale, où tout devait sembler normal. La double vie qu'elle menait, imposée par Joseph, était un enfer quotidien, mais aussi le seul moyen de garder espoir qu'un jour, le monde extérieur pourrait la sauver. À travers cette première partie de sa captivité, plusieurs éléments s'imposaient. La manipulation psychologique totale de Joseph, la résilience extraordinaire d'Élisabeth, et l'ampleur du secret maintenu dans une ville entière. Chaque voisin, chaque connaissance qui croisait la famille Fritzl ne soupçonnait rien. C'était un miracle que la monstruosité de Joseph Fritzl reste invisible pendant tant d'années, et c'était précisément cette invisibilité qui rendait l'histoire encore plus terrifiante. L'ordinaire du quotidien masquait l'extraordinaire de l'horreur. Ainsi s'ouvrait le récit de 8642 jours en enfer, une descente dans l'atrocité humaine et dans la capacité de résilience d'une jeune femme qui, malgré tout, parvint à survivre à l'impensable.
La première partie de son calvaire n'était qu'un prélude à une série d'épreuves psychologiques et physiques qui allaient tester ses limites jusqu'au bout. Chaque instant passé dans l'ombre de Joseph Fritzl façonnait son courage, son intelligence et sa détermination silencieuse, préparant le terrain pour les combats à venir et pour le jour où, enfin, elle oserait espérer la lumière. Les années passaient et le sous-sol de la maison Fritzl devenait un monde à part entière, un univers parallèle où le temps semblait s'étirer et se contracter au gré de la volonté de Joseph. Pour Elisabeth, chaque journée était une répétition de souffrance et de ruse. Elle apprenait à observer, à écouter, à anticiper les moindres mouvements de son père. Joseph, de son côté, continuait son jeu de contrôle avec une minutie terrifiante. Il variait les moments où il descendait dans la cave, surveillait les interactions avec ses enfants, mesurait la moindre émotion qui pourrait trahir un signe de rébellion. La peur devenait une compagne constante, et pourtant, Elisabeth développait une résilience presque surnaturelle, apprenant à transformer sa terreur en vigilance stratégique. Elle avait compris depuis longtemps que l'évasion physique était impossible. Chaque tentative serait vouée à l'échec, car les issues étaient verrouillées, les portes, trappes et couloirs protégés par une complexité mécanique calculée. La seule liberté qui lui restait était celle de l'esprit, et elle l'exploitait avec une discipline acharnée. Elisabeth écrivait mentalement des histoires, inventait des paysages imaginaires, se remémorait des souvenirs heureux pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ces échappatoires psychologiques étaient fragiles, mais indispensables pour préserver une part d'humanité. La naissance de ses enfants transforma encore plus radicalement sa perception de l'enfermement. Chaque cri, chaque souffle de ces bébés résonnait dans la cellule comme un écho de l'espoir. Pourtant, Elisabeth savait que chaque sourire innocent de ses enfants était également un rappel de l'horreur. Ils étaient nés dans un monde d'emprisonnement, sous l'autorité d'un homme monstrueux, et leur avenir semblait scellé par la même fatalité que la sienne. Mais Elisabeth, malgré la douleur et la peur, ne leur laissait jamais percevoir la terreur qui l'habitait. Elle devint une actrice habile, une stratège silencieuse, capable de dissimuler ses émotions les plus profondes pour protéger ses enfants. Les premières années furent les plus difficiles. Le sous-sol était sombre, humide et presque dépourvu de lumière naturelle. Elisabeth devait faire face aux maladies, aux blessures et aux infections avec des ressources limitées, parfois inexistantes. Elle trouvait de l'eau, de la nourriture, parfois quelques médicaments oubliés ou laissés par son père, mais tout cela était contrôlé et rationné de manière stricte. Chaque minute de survie devenait un calcul. Comment nourrir les enfants sans attirer l'attention de Joseph? Comment rester debout malgré la fatigue et la douleur? Comment préserver son esprit alors que le corps se rebellait? Malgré tout, elle commençait à développer une routine, un rythme qui lui permettait de survivre. Chaque tâche, chaque geste était minutieusement planifié. S'occuper des enfants, nettoyer la cellule, gérer les provisions, maintenir un semblant d'ordre pour ne pas céder à la démence. Elisabeth avait appris à se parler à elle-même, à se rassurer et à s'encourager dans les moments les plus noirs. Ces monologues intérieurs, parfois absurdes, parfois poétiques, étaient sa seule voix véritable dans un monde où toute parole authentique était réprimée. Avec le temps, ses enfants grandissaient dans cet univers clos. Elisabeth leur enseignait des rudiments de survie et de discrétion. Ils n'avaient aucune connaissance de l'extérieur, aucun contact avec d'autres enfants, aucune idée de ce qu'était la liberté. Pour eux, le monde était limité à quelques mètres carrés de pierre et de béton, et leur mère était la seule fenêtre vers une réalité autre. Elle leur lisait des histoires inventées, leur expliquait les saisons par des analogies avec la cave et les odeurs, et transformait chaque instant de jeu en apprentissage subtil de la prudence et de la résilience. Elisabeth était également confrontée à la complexité de ses propres sentiments. La haine qu'elle éprouvait pour Joseph cohabitait avec un mélange d'amour protecteur pour ses enfants et de peur paralysante. Elle devait apprendre à gérer cette ambivalence, à la transformer en force plutôt qu'en paralysie. Chaque sourire de ses enfants, chaque éclat de rire, devenait un moteur pour continuer à survivre, un rappel qu'elle devait persister, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui dépendaient entièrement de sa force silencieuse. Un autre élément essentiel de sa survie était l'observation minutieuse de son père. Elisabeth notait mentalement chaque détail, ses habitudes, ses humeurs, ses moments de distraction. Chaque fausse sécurité de Joseph était un indice pour d'éventuelles stratégies futures. Elle apprenait à reconnaître les signes avant-coureurs de danger et à anticiper les actions de son bourreau. Cette attention constante
exigeait une vigilance extrême, mais elle permettait à Élisabeth de conserver un certain contrôle psychologique, un semblant de pouvoir dans une situation par ailleurs totalement dominée par la terreur. Le sous-sol, malgré sa noirceur, devint un territoire qu'elle connaissait mieux que Joseph lui-même. Elle mémorisait chaque recoin, chaque fissure dans les murs, chaque passage secret. Ces connaissances, acquises au fil des années, représentaient une arme potentielle. Bien qu'elle n'ait jamais osé concevoir une véritable évasion, Élisabeth savait que son savoir pourrait, un jour, être crucial pour elle et ses enfants. Cette conscience des lieux renforçait sa détermination, transformant la peur en vigilance stratégique. Mais la solitude et l'isolement avaient également des effets dévastateurs. Élisabeth connaissait des moments où la dépression la submergeait, où le désespoir semblait plus fort que la volonté de survie. Les jours s'étiraient comme des siècles, et parfois elle se surprenait à souhaiter que la souffrance cesse, même au prix de la mort. Pourtant, chaque fois, elle trouvait en elle une force inattendue pour continuer. Cette force, fragile et intermittente, était nourrie par l'instinct maternel, par le désir de protéger ses enfants, et par l'espoir ténu que la lumière finirait par percer les ténèbres de sa prison. Élisabeth commença également à élaborer des stratégies pour tromper son père. Elle apprit à feindre l'obéissance totale, à cacher ses émotions, à manipuler les apparences. Chaque parole, chaque geste était calculé pour éviter de susciter la suspicion, pour détourner l'attention de Joseph et pour préserver un minimum de liberté psychologique. Ces jeux de tromperie mentale étaient épuisants, mais indispensables. Ils représentaient sa manière de résister, de créer des micro-espaces de contrôle dans un environnement où tout semblait être perdu. À mesure que les enfants grandissaient, Élisabeth fut confrontée à de nouvelles responsabilités. Ils devenaient curieux, posaient des questions sur le monde extérieur, sur la lumière, sur les saisons. Elle devait inventer des réponses plausibles, des récits cohérents, tout en protégeant la vérité de la cruauté qui les entourait. Chaque mensonge était un acte de survie, chaque explication une stratégie pour préserver leur innocence et leur sécurité. Cette capacité à improviser, à créer des histoires crédibles, devint un art de survie indispensable dans l'univers clos de la cave. Ainsi, la vie d'Élisabeth dans le sous-sol poursuivait sa course implacable. Elle n'avait aucun contact réel avec l'extérieur, aucun espoir tangible de secours. Et pourtant, elle continuait à vivre, à réfléchir, à protéger ses enfants et à maintenir une humanité précaire dans un monde de ténèbres. Chaque jour était un combat psychologique et physique, une épreuve de patience, de stratégie et de résilience. Le sous-sol, qui au départ n'était qu'un lieu de confinement, devint un laboratoire de survie, un théâtre de résistance silencieuse, où Élisabeth forgeait une force intérieure à la fois fragile et indestructible. Malgré l'horreur quotidienne, Élisabeth conservait une vision, une lumière intérieure qu'aucun mur de pierre ne pouvait étouffer, celle d'un jour où elle et ses enfants pourraient connaître la liberté, où le monde extérieur pourrait enfin entrer dans sa vie. Cette vision, bien que lointaine et incertaine, était la clé de sa survie. Elle la nourrissait comme on entretient une flamme vacillante dans l'obscurité, avec soin, avec patience, avec espoir. Et tandis que Joseph Fritzl poursuivait son règne de terreur, inconscient que sa prisonnière devenait chaque jour plus intelligente, plus vigilante, plus résiliente, Élisabeth préparait silencieusement le jour où le secret serait révélé, où la vérité exploserait au grand jour, et où l'horreur qui avait duré 8142 jours commencerait enfin à être confrontée. Les années s'accumulaient comme des pierres sur les épaules d'Élisabeth. Chaque saison qui passait était une mesure de sa captivité, une unité de temps qu'elle ne pouvait ni échanger ni fuir. La maison Fritzl au-dessus d'elle semblait toujours normale. Les voisins continuaient à vivre leur vie tranquille, inconscients de la tragédie qui se jouait sous leurs pieds. Les enfants grandissaient et Élisabeth observait avec un mélange de fierté et de terreur leurs premiers pas, leurs premières paroles, leurs premières démonstrations de curiosité pour un monde dont ils ignoraient tout. Ces moments étaient précieux mais simultanément dangereux. Chaque manifestation de vie extérieure était un potentiel déclencheur de suspicion pour Joseph. La stratégie mentale d'Élisabeth se complexifiait chaque année. Elle devait jongler entre la survie physique et la survie psychologique, tout en inculquant à ses enfants des principes de prudence, de patience et de discrétion. Les enfants, innocents mais intelligents, posaient des questions sur la lumière, sur le ciel, sur les saisons. Élisabeth inventait des histoires crédibles, des explications poétiques qui leur permettaient de comprendre un univers restreint sans révéler la vérité brutale de leur captivité. Elle avait appris à transformer la créativité en un outil de protection,
à faire de la fiction un rempart contre la cruauté de Joseph. Les journées suivaient un rythme implacable. Élisabeth devait surveiller les signes de fatigue ou de maladie chez ses enfants, rationner la nourriture, gérer l'espace réduit et rester constamment alerte aux mouvements de son père. Joseph, quant à lui, continuait son jeu de contrôle. Parfois distant, parfois autoritaire, il modulait sa présence pour maintenir un climat de peur et de dépendance absolue. Élisabeth analysait chaque intonation, chaque regard, chaque silence pour anticiper les actions de son bourreau. Chaque jour passé dans le sous-sol était un exercice d'intelligence et de vigilance. La psychologie de l'isolement devint un terrain d'expérimentation involontaire pour Élisabeth. Elle devait lutter contre l'ennui, la répétition et la stagnation mentale. Les moments de solitude devenaient des occasions de réflexion, de planification et de renforcement de sa résilience. Elle inventait des jeux pour ses enfants, créait des rituels pour structurer les journées et utilisait la narration comme outil de normalisation. La peur demeurait, mais elle s'accompagnait d'une stratégie de maîtrise de soi qui était à la fois une arme et une armure. Au fil du temps, Élisabeth observa les effets de son emprisonnement sur ses enfants. Ils s'adaptaient à leur environnement, mais leur développement social et émotionnel était limité par le confinement et l'absence de contact extérieur. Elle devait constamment improviser des moyens pour stimuler leur curiosité intellectuelle et émotionnelle, pour leur apprendre à rêver malgré l'absence de monde réel. Chaque instant était un équilibre fragile entre sécurité et apprentissage, entre protection et stimulation. Le sous-sol, malgré son obscurité et son confinement, devint un univers complexe où Élisabeth enseignait à ses enfants les rudiments de la vie, de la morale et de l'intelligence émotionnelle. Elle inventait des jeux de rôle pour expliquer la coopération, la patience et la confiance. Elle leur apprenait à reconnaître les émotions et à gérer la frustration, même dans un environnement où la frustration était omniprésente. Élisabeth devenait à la fois mère, professeure et psychologue pour ses enfants, cultivant leur humanité malgré les conditions inhumaines. La menace constante de Joseph obligeait Élisabeth à anticiper chaque situation. Elle devait prévoir comment réagir en cas de changement soudain dans la routine, comment protéger ses enfants de l'autorité imprévisible de leur père et comment maintenir son propre équilibre mental. Cette anticipation devenait un art subtil, un mélange d'observation, de calcul et d'intuition. Elle apprit à lire le langage corporel de Joseph, à interpréter ses silences et ses gestes, à identifier les indices d'alerte avant qu'ils ne deviennent des menaces concrètes. Chaque année, Élisabeth vivait une succession de petites victoires et de défaites silencieuses. Une victoire pouvait être un moment de tendresse avec ses enfants, une interaction humaine qu'elle parvenait à préserver malgré le contrôle absolu de Joseph. Une défaite pouvait être une réaction imprévue de son père, une remarque qui fissurait l'illusion de sécurité qu'elle avait construite. Chaque événement renforçait sa prudence et sa capacité d'adaptation. La maternité imposait à Élisabeth un courage inédit. Elle devait donner de l'affection, de la discipline et de la protection dans un environnement où le danger et la privation étaient constants. Chaque sourire de ses enfants, chaque éclat de rire était une victoire contre l'obscurité et la terreur qui régnaient dans le sous-sol. Élisabeth comprit que sa propre survie n'avait de sens que si elle pouvait maintenir celle de ses enfants. Et cette prise de conscience devint une force motrice, un moteur silencieux de résilience et de détermination. L'isolement avait également façonné une introspection profonde. Élisabeth passait des heures à réfléchir sur la nature humaine, sur le comportement de son père, sur les mécanismes de domination et de manipulation. Elle analysera les stratégies de Joseph, comprenait ses motivations et ses obsessions et utilisait cette connaissance pour naviguer dans son monde. Cette compréhension psychologique lui donnait une capacité de résistance supplémentaire, une forme de contrôle sur un environnement par ailleurs incontrôlable. Le sous-sol était devenu à la fois prison et refuge. Élisabeth y avait créé un microcosme où chaque objet, chaque recoin, chaque routine avait un rôle précis dans la survie. Elle organisait l'espace de manière optimale pour protéger ses enfants et elle-même, tout en maintenant une apparence de soumission. Cette discipline extrême était une forme de résistance silencieuse, un moyen de préserver la dignité et l'humanité dans un univers où tout était conçu pour les détruire psychologiquement. Les années passaient et le secret de Joseph Fritzl restait intact, imperceptible pour le monde extérieur. Élisabeth savait que la survie dépendait de cette invisibilité et elle développait une vigilance constante pour que jamais un indice ne trahisse leur existence. Chaque visite dans le sous-sol, chaque interaction avec Joseph
était une épreuve de contrôle et de manipulation. Élisabeth devait rester constamment alerte, capable de transformer la peur en stratégie, la terreur en planification. Malgré les années de souffrance, Élisabeth commençait à entrevoir des possibilités d'avenir. Elle ne pouvait pas encore concevoir une évasion physique, mais elle nourrissait l'idée qu'un jour, le monde extérieur pourrait intervenir, que la justice et la lumière révéleraient la vérité. Cet espoir, fragile mais persistant, était un élément essentiel de sa survie psychologique. Il donnait un sens à sa résistance, une raison de continuer à lutter dans un environnement où tout semblait perdu. Chaque jour, Élisabeth jonglait avec les limites de son univers. La mémoire des journées passées, les souvenirs d'enfance, les visions imaginaires, les plans pour protéger ses enfants et elle-même formaient un réseau complexe de pensées et d'émotions. La solitude et l'isolement extrême avaient forgé une capacité d'introspection et de stratégie hors du commun. Élisabeth n'était pas seulement une victime, elle était devenue une survivante, une stratège silencieuse dans un jeu de domination et de pouvoir. Les années qui s'écoulaient avaient transformé le sous-sol en un théâtre de la résistance silencieuse. Élisabeth, malgré la peur, la douleur et la fatigue, avait conservé sa volonté, sa lucidité et sa capacité à protéger ses enfants. Chaque journée passée dans l'ombre de Joseph Fritzl renforçait sa détermination et son intelligence stratégique. Elle savait que la lumière finirait par percer, que le monde extérieur finirait par découvrir l'ampleur de l'horreur et que sa résilience serait le témoignage de la force humaine face à l'inimaginable. Les années dans le sous-sol s'accumulaient comme des pierres invisibles, pesant sur l'âme et le corps d'Élisabeth. Chaque matin, elle se réveillait dans l'obscurité et le premier souffle d'air qu'elle inspirait était chargé de peur et de résignation. Les enfants dormaient à ses côtés, formant un cercle fragile de vie au milieu de ce monde clos et inhumain. Chaque respiration, chaque geste devait être calculé pour ne pas attirer l'attention de Joseph, pour préserver ce fragile équilibre qui était devenu leur existence quotidienne. Élisabeth avait appris à observer les rythmes de son père, à anticiper ses humeurs et à transformer la terreur en mécanisme de survie. À mesure que les enfants grandissaient, leur curiosité s'intensifiait. Élisabeth devait inventer des histoires toujours plus détaillées pour expliquer l'univers limité dans lequel ils vivaient. Le sous-sol pour eux n'était pas seulement un lieu de vie, mais une réalité totale, un monde où la lumière du soleil, le vent et les saisons n'existaient que dans les récits de leur mère. Elle leur enseignait à rêver, à imaginer, à créer des mondes possibles, tout en dissimulant la vérité de leur captivité. Chaque récit inventé devenait un outil de protection, un bouclier contre la compréhension de l'horreur qui les entourait. Les années de captivité avaient transformé Élisabeth en une experte de la manipulation psychologique, mais pas pour nuire, pour survivre et protéger ses enfants. Elle devait naviguer avec précision entre soumission apparente et contrôle intérieur, transformant la peur imposée par Joseph en un instrument de résistance silencieuse. Chaque interaction avec lui était un exercice de stratégie, chaque mot prononcé ou non prononcé une arme. Sa lucidité et sa capacité d'analyse psychologique devinrent essentielles pour maintenir la sécurité et l'équilibre de son microcosme souterrain. La maternité imposait à Élisabeth des responsabilités d'une intensité extrême. Les enfants, en grandissant, développaient des besoins physiques et émotionnels de plus en plus complexes. Elle devait gérer les maladies, les blessures, les frustrations et les questionnements incessants, tout en restant vigilante face à la présence menaçante de Joseph. Chaque sourire, chaque geste d'affection, chaque mot doux était une victoire silencieuse dans un monde dominé par la peur. Élisabeth devait constamment inventer de nouvelles méthodes pour stimuler leur développement intellectuel et émotionnel dans un espace confiné, sans éveiller le moindre soupçon. Les années passaient et Élisabeth observait les transformations de ses enfants avec une attention scrupuleuse. Elle voyait leurs premières amitiés imaginaires, leurs premiers conflits, leurs premières tentatives d'indépendance au sein du sous-sol. Chaque interaction était analysée, chaque réaction observée, car dans cet univers clos, chaque comportement pouvait avoir des conséquences imprévues. Élisabeth devenait une stratège maternelle, une psychologue improvisée, capable de guider ses enfants dans un environnement où la normalité était absente. Le temps, pour Élisabeth, n'avait plus de rythme naturel. Les jours et les nuits se confondaient. Les saisons étaient perçues à travers l'humidité des murs, les variations de température et les sons lointains provenant de l'extérieur. Cette perception altérée du temps
ajoutaient à la confusion et à la difficulté de maintenir une stabilité psychologique. Pourtant, Élisabeth développait une discipline mentale remarquable. Elle organisait ses journées en routine, créait des repères invisibles et maintenait un ordre minutieux pour elle-même et pour ses enfants. L'isolement forcé renforçait également sa créativité et sa capacité à improviser. Élisabeth transformait chaque objet, chaque coin du sous-sol, en ressources précieuses pour le confort, la sécurité ou l'éducation de ses enfants. Les pierres, les poutres, les recoins sombres devenaient des repères, des supports de jeu, des éléments pédagogiques. Chaque geste, chaque initiative était un acte de survie, une manifestation de résilience dans un environnement où la spontanéité n'était possible que sous contrôle strict. Malgré la répétition et la monotonie apparente, Élisabeth continuait à développer ses enfants avec une vision à long terme. Elle leur enseignait subtilement des notions de moralité, de coopération, de patience et d'empathie. Chaque jeu, chaque histoire inventée, chaque interaction quotidienne était structurée pour renforcer leur humanité, leur intelligence et leur résilience. Elle savait que leur survie future dépendrait non seulement de la force physique, mais aussi de leur capacité à comprendre et à naviguer dans des situations complexes, même limitées par l'isolement. La peur de Joseph restait omniprésente, et Élisabeth devait constamment anticiper ses actions. Ses journées étaient ponctuées de variations imprévisibles de son comportement, parfois distant, parfois agressif, parfois silencieux mais pesant. Élisabeth interprétait chaque nuance, chaque intonation, chaque mouvement pour protéger ses enfants et elle-même. Cette vigilance permanente était épuisante mais indispensable, et elle devint avec le temps un art subtil de lecture psychologique, un mélange de survie instinctive et de planification stratégique. Parallèlement, Élisabeth développait une introspection profonde. Elle réfléchissait aux mécanismes de domination de Joseph, aux failles de sa surveillance, aux stratégies de manipulation utilisées pour contrôler ses victimes. Cette analyse, nourrie par l'expérience quotidienne, devenait un outil de préparation mentale pour d'éventuelles opportunités de fuite ou de dénonciation. Elle n'osait pas encore concevoir de plan concret, mais chaque observation accumulée, chaque détail mémorisé, constituait un capital stratégique invisible, prêt à être mobilisé lorsque la chance se présenterait. Le sous-sol, malgré sa noirceur et sa rudesse, devint le théâtre d'une vie intérieure intense et complexe. Élisabeth y forgeait une discipline mentale, une résilience émotionnelle et une capacité d'observation qui défiait les limites humaines. Chaque interaction avec ses enfants, chaque décision de survie, chaque ajustement face à Joseph était un acte de courage et de stratégie. Le temps, l'espace et la peur étaient devenus ses instruments de maîtrise psychologique, et elle les utilisait pour préserver la vie et l'humanité au sein de ce monde clos. À mesure que les années avançaient, Élisabeth développa également une perception aiguë de la fragilité de leur situation. Un simple changement de routine de la part de Joseph, une curiosité imprudente de la part de ses enfants, ou une distraction pouvait avoir des conséquences dramatiques. Cette conscience constante du danger aiguillonnait sa vigilance et nourrissait sa créativité pour anticiper et neutraliser les risques. Élisabeth devenait une stratège permanente, capable de gérer plusieurs variables psychologiques et pratiques simultanément. La maternité dans ces conditions extrêmes transforma Élisabeth de manière irréversible. Elle devait concilier l'amour protecteur avec la nécessité de masquer ses émotions, la peur avec la stratégie, le soin avec la discrétion. Chaque décision, même minime, pouvait avoir un impact vital sur la sécurité et le bien-être de ses enfants. Elle développait une sensibilité exceptionnelle aux nuances de comportement et aux signes précurseurs de danger. Cette capacité d'analyse et de réactivité devint un outil indispensable pour leur survie. Malgré l'horreur, Élisabeth nourrissait toujours une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle. L'idée que le monde extérieur pourrait un jour intervenir, que la justice et la lumière révéleraient la vérité, constituait un moteur psychologique puissant. Elle s'accrochait à cette vision même lorsqu'elle semblait impossible, car c'était cette flamme intérieure qui lui permettait de continuer à se battre, à protéger ses enfants et à préserver leur humanité. L'espoir, bien que ténu, était son arme la plus précieuse, et elle en prenait soin avec le même soin qu'elle mettait à protéger ses enfants. Chaque année passée dans le sous-sol consolidait l'intelligence, la prudence et la résilience d'Élisabeth. Elle apprenait à transformer la peur en stratégie, la souffrance en force silencieuse et l'isolement en introspection productive. Ses enfants, bien que privés de monde extérieur, développaient également des compétences de survie et une sensibilité remarquable grâce à l'éducation imaginative et rigoureuse de leur mère. Élisabeth et ses enfants constituaient ainsi un microcosme autonome,
un monde intérieur façonné par la peur, mais aussi par la créativité, la tendresse et la résilience. Les années avaient transformé le sous-sol en un lieu à la fois familier et cauchemardesque. Pour Elisabeth, chaque coin, chaque recoin, chaque fissure dans les murs portait une signification précise. Elle savait exactement où poser ses enfants pour qu'ils soient en sécurité, où ranger les provisions pour qu'elles durent plus longtemps, et comment disposer les quelques objets qu'elle possédait pour créer un semblant de confort. La cave, malgré sa rudesse, était devenue son territoire, un monde qu'elle connaissait mieux que quiconque, et qu'elle avait appris à dominer par la vigilance et la discipline. La naissance de chaque nouvel enfant apportait un mélange de joie et de terreur. La vie continuait de croître dans ce lieu d'ombre, mais chaque cri, chaque mouvement était une alerte potentielle pour Joseph. Elisabeth devait maîtriser ses émotions, contrôler ses gestes et enseigner à ses enfants à faire de même. Elle transformait ces moments de fragilité en occasion de renforcer la résilience, en leur montrant, par exemple, comment rester silencieux ou se déplacer sans faire de bruit. Chaque enseignement était vital pour leur survie, et Elisabeth s'investissait corps et âme dans cette mission quotidienne. Les années avaient également affiné la perception psychologique d'Elisabeth. Elle pouvait anticiper les réactions de son père avec une précision inquiétante. Ses silences, ses gestes, ses regards, tout était analysé et décodé pour prédire la suite de son comportement. Cette maîtrise de l'environnement n'était pas seulement un outil de survie, c'était une forme de pouvoir silencieux. Bien que physiquement emprisonnée, Elisabeth conservait un contrôle stratégique qui lui permettait de protéger ses enfants et elle-même. Le sous-sol était également un lieu d'intense introspection. Elisabeth passait des heures à réfléchir à l'injustice de sa situation, à l'atrocité de son emprisonnement et aux motivations de Joseph. Elle se demandait comment un homme pouvait exercer un tel contrôle sur sa famille, comment il pouvait transformer l'amour en outil de domination et comment le monde extérieur pouvait rester aveugle à l'horreur. Ces réflexions, bien qu'angoissantes, nourrissaient sa capacité à rester lucide et à planifier pour l'avenir. À mesure que ses enfants grandissaient, Elisabeth devait jongler avec leurs besoins physiques et émotionnels. Chaque décision devenait une stratégie. Comment les nourrir correctement malgré la ration limitée, comment maintenir leur santé mentale dans un espace clos, comment leur enseigner des valeurs humaines sans éveiller de curiosité dangereuse. Les jeux improvisés, les histoires inventées et les rituels quotidiens étaient autant d'outils pédagogiques pour développer leur intelligence et leur résilience. Elisabeth était une mère, une éducatrice et une stratège dans un environnement où la survie dépendait de chaque détail. La peur restait constante, mais elle était désormais accompagnée d'une vigilance méthodique. Elisabeth savait que toute erreur pouvait avoir des conséquences dramatiques. Un bruit imprévu, une curiosité mal placée, un oubli dans l'organisation de la cave pouvait déclencher la colère de Joseph et mettre toute sa famille en danger. Cette conscience aiguë du danger la rendait à la fois hyper réactive et extraordinairement prudente. Chaque mouvement était calculé, chaque interaction soigneusement orchestrée, chaque décision pesée avec soin. Les enfants, bien que jeunes, commençaient à développer une compréhension intuitive de l'environnement. Ils apprenaient à reconnaître les signes avant-coureurs de danger, à anticiper les réactions de leur père et à suivre les routines imposées par leur mère. Elisabeth observait leur évolution avec fierté et inquiétude. Chaque progrès était une victoire silencieuse, chaque erreur potentielle une menace. La maternité dans ces conditions extrêmes exigeait une vigilance constante et un engagement total, mais Elisabeth ne faiblissait jamais. L'isolement avait également transformé Elisabeth en une experte en adaptation. Chaque changement de routine de Joseph, chaque modification dans la distribution des ressources, chaque événement imprévisible était analysé et intégré dans ses stratégies de survie. Elle avait appris à improviser rapidement, à réorganiser l'espace et les comportements, et à utiliser sa connaissance de son environnement pour minimiser les risques. Cette capacité d'adaptation, développée dans l'obscurité et la peur, était un instrument de survie essentiel. Malgré les années d'enfermement, Elisabeth entretenait une vision de liberté, même si elle semblait lointaine et incertaine. L'idée que le monde extérieur pourrait un jour découvrir leur existence, que la justice interviendrait et que sa famille pourrait connaître la lumière était un moteur psychologique puissant. Cet espoir fragile lui permettait de continuer à lutter, à protéger ses enfants et à maintenir un semblant d'humanité dans un lieu conçu pour la détruire. L'espoir était sa force, sa raison de persister dans l'obscurité. Les journées dans le sous-sol étaient marquées par des routines précises, mais aussi par des moments de tension extrême.
Joseph pouvait descendre à n'importe quel moment, et Élisabeth devait être prête à réagir. Elle enseignait à ses enfants à rester silencieux, à se cacher, à comprendre le langage subtil des gestes et des regards. Chaque interaction avec leur père était un test de contrôle et de maîtrise, chaque silence une stratégie pour préserver la sécurité et l'ordre familial. La psychologie d'Élisabeth se renforçait au fil des années. Elle apprenait à gérer ses émotions, à transformer la peur en vigilance et la douleur en énergie pour protéger ses enfants. Chaque décision, chaque action, chaque mot prononcé ou retenu était un acte de survie. Sa résilience mentale devenait un instrument puissant pour naviguer dans un environnement où la liberté physique était inexistante. Le sous-sol, bien qu'oppressant et inhumain, devint également un espace de créativité et d'enseignement. Élisabeth inventait des histoires, créait des jeux, organisait des activités qui stimulaient l'intellect et la curiosité de ses enfants, tout en restant conformes aux limites imposées par leur captivité. Chaque jour était un exercice d'ingéniosité, chaque moment de vie un témoignage de résistance. Les enfants, malgré leur isolement, développaient des capacités d'observation et d'adaptation remarquables. Ils apprenaient à anticiper les réactions de Joseph, à comprendre les nuances du comportement humain et à naviguer dans un espace limité avec prudence. Élisabeth, en les guidant, renforçait leur intelligence émotionnelle et leur résilience, préparant le terrain pour un futur où ils pourraient, un jour, connaître la liberté. L'horreur de l'emprisonnement coexistait avec les moments de tendresse. Élisabeth partageait des instants de complicité avec ses enfants, des moments où le rire, la curiosité et la créativité s'exprimaient malgré l'ombre permanente. Ces instants, bien que rares et précieux, étaient essentiels pour maintenir la cohésion familiale et nourrir l'espoir. Chaque sourire, chaque éclat de rire était une victoire sur la peur et la douleur imposées par leur père. Ainsi, la vie continuait dans le sous-sol, un mélange d'horreur, de résilience et de stratégie silencieuse. Élisabeth, malgré les souffrances et les privations, conservait sa lucidité, son courage et sa détermination. Elle savait que chaque jour passé était une étape vers la survie, chaque action un pas vers un futur où la lumière pourrait enfin pénétrer l'obscurité qui les entourait. Au fil des années, Élisabeth développa une connaissance intime des cycles de Joseph, de ses humeurs, de ses colères et de ses moments de distraction. Chaque jour passé dans le sous-sol devenait une leçon de survie et de psychologie appliquée. Elle savait exactement quand son père descendrait, combien de temps il resterait et comment il pourrait réagir à la moindre étincelle d'indépendance ou de curiosité de ses enfants. Cette maîtrise partielle de son environnement n'était pas un pouvoir total, mais une bouée de sauvetage mental dans un océan de peur et d'isolement. L'éducation de ses enfants était devenue une mission permanente. Élisabeth avait compris que leur survie ne dépendait pas uniquement de la protection physique, mais également de la préparation psychologique. Elle leur enseignait la patience, l'obéissance stratégique, mais aussi l'imagination et la créativité pour développer leur esprit dans un espace confiné. Chaque activité, chaque jeu, chaque histoire inventée servait un double objectif: stimuler leur développement intellectuel et émotionnel tout en assurant leur sécurité face à la vigilance constante de Joseph. La nuit tombait rapidement dans le sous-sol et Élisabeth utilisait ses heures pour réfléchir, planifier et consolider ses stratégies. Les ténèbres de la cave devenaient à la fois une couverture et un moment de méditation silencieuse. Elle passait des heures à observer le moindre détail, à mémoriser chaque recoin, chaque fissure, chaque aspect des mécanismes de verrouillage qui maintenaient sa captivité. Ce savoir accumulé était une réserve de pouvoir invisible, un outil pour anticiper tout changement et peut-être un jour préparer une évasion ou une demande d'aide. Les enfants grandissaient et leur curiosité s'intensifiait, posant des questions parfois dangereuses. Élisabeth devait répondre avec finesse, inventer des explications crédibles pour préserver leur innocence et leur sécurité. Le sous-sol était devenu un lieu d'apprentissage extrême, où chaque leçon de vie, chaque démonstration d'affection, chaque instant de jeu était soigneusement orchestré, pour transformer un espace de terreur en microcosme éducatif et protecteur. Elle savait que ces stratégies étaient vitales pour que ses enfants ne sombrent pas dans la peur ou la confusion. L'isolement avait également transformé Élisabeth sur le plan émotionnel. La peur et l'angoisse coexistaient avec la détermination et l'ingéniosité. Elle apprenait à transformer la douleur en force, la terreur en vigilance, la frustration en créativité. Chaque instant de lucidité était une victoire sur l'obscurité de son emprisonnement. Même lorsqu'elle se sentait accablée, Élisabeth trouvait en elle une résilience presque surnaturelle, une capacité à s'adapter et à réagir à toutes les situations.
La maternité était à la fois un fardeau et un moteur. Les enfants dépendaient totalement d'elle, et cette dépendance était à la fois une source d'inspiration et de pression. Chaque sourire, chaque progrès, chaque mot appris devenait une confirmation de sa force et de sa capacité à protéger la vie dans un environnement conçu pour la détruire. Élisabeth devait jongler avec l'amour, la discipline, la stratégie et la prudence pour maintenir un équilibre fragile dans cette vie souterraine. Chaque journée nécessitait une vigilance extrême. Les gestes et les paroles de Joseph étaient minutieusement analysés. Élisabeth apprenait à interpréter le moindre signe, le plus petit changement d'expression ou de ton de voix pour anticiper les actions de son père. Cette attention constante, épuisante mais essentielle, était devenue une seconde nature. Elle transformait la peur en un outil de protection, une arme invisible pour assurer la survie de ses enfants et la sienne. Les interactions avec ses enfants étaient également codifiées. Élisabeth devait enseigner à ses enfants à parler, à bouger, à rire, mais toujours dans les limites imposées par la surveillance de Joseph. Chaque geste devait être évalué pour ne pas éveiller de suspicion. La créativité et l'imagination étaient des outils pour développer leur esprit tout en respectant la prudence nécessaire. Élisabeth avait perfectionné un équilibre subtil entre éducation, affection et stratégie de survie. La solitude et l'isolement forcé avaient développé en Élisabeth une introspection profonde. Elle passait des heures à analyser la psychologie de son père, à comprendre ses motivations, ses obsessions et ses points faibles. Cette compréhension n'était pas seulement intellectuelle, elle était stratégique. Elle servait à prévoir ses actions, à manipuler l'apparence de la soumission et à maintenir la sécurité. Chaque détail observé dans le comportement de Joseph pouvait devenir crucial pour la survie ou, éventuellement, pour la révélation du secret au monde extérieur. Le sous-sol était devenu un laboratoire de survie, un microcosme où Élisabeth expérimentait des stratégies de contrôle et de protection. Chaque objet, chaque recoin, chaque routine quotidienne était utilisé pour maximiser la sécurité et le bien-être de ses enfants. Les moments de calme étaient consacrés à l'invention d'histoires, à l'organisation de jeux éducatifs et à la préparation de réponses aux questions des enfants. Élisabeth transformait chaque instant de vie en un acte de résilience et de planification. Avec le temps, Élisabeth développa également une capacité exceptionnelle à gérer la peur collective. Elle devait protéger ses enfants non seulement des dangers physiques, mais également des traumatismes psychologiques. Chaque événement effrayant était atténué par des explications ou des jeux. Chaque incident stressant était transformé en leçon sur la prudence et la survie. Cette maîtrise de l'émotion et de l'esprit était vitale pour maintenir la cohésion familiale et la santé mentale dans un environnement oppressant. Les années passaient et Élisabeth perfectionnait ses stratégies d'observation et de dissimulation. Elle devenait capable de prévoir les mouvements de Joseph avec une précision croissante, de détecter les moments où la vigilance de son père diminuait et d'exploiter ces instants pour préserver la sécurité et le bien-être de ses enfants. Cette connaissance, accumulée au fil du temps, constituait une réserve de pouvoir silencieux, une capacité à naviguer dans l'ombre et à protéger sa famille dans l'ombre imposée par le sous-sol. Chaque journée était une répétition minutieuse de survie, chaque geste un calcul précis. Élisabeth avait appris à transformer l'angoisse en vigilance, la frustration en créativité et la souffrance en force silencieuse. Ses enfants, en grandissant, développaient des compétences d'observation, de prudence et de coopération, renforçant ainsi la résilience familiale. Le sous-sol, malgré son confinement et son obscurité, devenait un terrain d'apprentissage intensif et de protection minutieuse. La lueur d'espoir restait un moteur central. Élisabeth savait que le monde extérieur pourrait un jour intervenir, que la vérité éclaterait et que la justice serait rendue. Cet espoir fragile alimentait sa détermination et nourrissait sa capacité à survivre dans l'obscurité. Même lorsque les journées semblaient interminables, que la fatigue et la peur menaçaient de la submerger, Élisabeth s'accrochait à cette vision de liberté et de lumière, et cette flamme intérieure lui permettait de continuer à se battre pour ses enfants et elle-même. Ainsi, chaque jour passé dans le sous-sol consolidait la résilience, la stratégie et la force psychologique d'Élisabeth. Elle devenait une mère, une éducatrice, une stratège et une survivante, capable de maintenir un équilibre fragile dans un univers conçu pour détruire son esprit et sa famille. Le temps n'était plus simplement une succession de jours, il était un champ d'expérimentation, un terrain de résistance silencieuse
et une mesure de sa capacité à préserver l'humanité dans l'obscurité. Le sous-sol, malgré son confinement et son obscurité, devint au fil des années un espace paradoxal, un lieu de peur, certes, mais aussi un théâtre de résilience, d'ingéniosité et de stratégie silencieuse. Élisabeth avait appris à percevoir chaque son, chaque vibration, chaque souffle comme un indicateur de danger ou de sécurité. Le moindre craquement du bois, le glissement imperceptible d'une porte, la variation dans le rythme cardiaque de Joseph étaient autant d'informations vitales pour organiser la survie de ses enfants et la sienne. La vigilance permanente était devenue une seconde nature, un état d'alerte qui ne la quittait jamais. Les enfants grandissaient dans cet univers clos, et Élisabeth devait s'adapter constamment à leur développement. Leurs besoins intellectuels, émotionnels et physiques changeaient avec l'âge, et chaque progrès était à la fois une victoire et un risque. Les questions devenaient plus complexes, les émotions plus intenses, et les enfants commençaient à percevoir, même confusément, l'étendue de leur isolement. Élisabeth devait alors redoubler de créativité pour répondre à leur curiosité sans compromettre leur sécurité. Les histoires qu'elle inventait se faisaient plus élaborées, les jeux plus subtils et les enseignements plus codés pour que chaque leçon serve à la fois l'éducation et la protection. La manipulation psychologique de Joseph, bien que destructrice, obligeait Élisabeth à perfectionner ses stratégies de survie. Elle apprenait à interpréter ses silences, ses colères, ses changements d'humeur et à ajuster son comportement et celui de ses enfants en conséquence. Chaque interaction avec son père était un exercice d'équilibre complexe entre soumission apparente et contrôle intérieur. Élisabeth devait constamment adapter sa posture, ses paroles et ses gestes, transformant la peur en un outil stratégique pour préserver la vie et l'humanité de sa famille. Les journées suivaient un rythme rigide, ponctué par les visites imprévisibles de Joseph. La nourriture, l'espace, les activités quotidiennes, tout était méticuleusement planifié. Élisabeth utilisait ces routines pour créer une illusion de normalité, pour donner à ses enfants un sentiment de structure et de sécurité, malgré les conditions extrêmes de leur vie. Chaque geste, chaque mot, chaque histoire était choisi avec soin, pour renforcer leur développement tout en évitant tout signe de désobéissance ou de curiosité dangereuse. La solitude imposée par l'isolement poussait Élisabeth vers une introspection intense. Elle passait des heures à analyser son environnement, à comprendre les mécanismes de domination de Joseph, à observer les habitudes et les faiblesses de son père. Cette analyse mentale était un instrument de survie puissant. Élisabeth mémorisait chaque détail, chaque nuance, chaque routine, consciente que cette connaissance accumulée pourrait un jour être la clé de leur libération ou de leur protection. La maternité, dans ces conditions extrêmes, renforçait chez Élisabeth une résilience exceptionnelle. Chaque enfant représentait à la fois un lien avec la vie et une responsabilité écrasante. Elle devait protéger leur innocence, leur santé et leur esprit dans un environnement où chaque instant pouvait être menaçant. La peur et l'amour coexistaient en elle, s'entremêlant pour créer une force silencieuse mais inébranlable. Les sourires, les éclats de rire et les progrès de ses enfants étaient des bouées dans l'océan de ténèbres dans lequel ils vivaient. L'éducation de ses enfants était un mélange de créativité, de prudence et de stratégie. Élisabeth inventait des jeux complexes, des histoires métaphoriques et des rituels codés pour enseigner des compétences essentielles à la survie et au développement psychologique. Chaque moment de jeu devenait un exercice d'intelligence émotionnelle et de contrôle comportemental. Les enfants apprenaient à interpréter les signaux subtils, à anticiper les réactions de leur père et à développer leur sens de l'observation. Élisabeth transformait ainsi le sous-sol en une école de survie, un lieu où la peur coexistait avec l'apprentissage et la créativité. La perception du temps dans le sous-sol était altérée, les jours se succédaient sans distinction, les saisons étaient appréhendées par des variations subtiles de lumière et de température. Élisabeth organisait des repères temporels artificiels, utilisant des routines, des anniversaires, des souvenirs et des rituels pour structurer le temps et donner à ses enfants une continuité psychologique. Ces stratégies étaient cruciales pour maintenir leur santé mentale et leur capacité à comprendre le monde au-delà des murs qui les enfermaient. Chaque année de captivité apportait son lot de nouveaux défis. Les enfants devenaient plus grands, plus curieux, plus conscients de leur environnement, et Élisabeth devait sans cesse ajuster ses méthodes pour préserver leur sécurité. Les interactions avec Joseph devenaient plus complexes, plus imprévisibles. Elle devait surveiller chaque geste, chaque mot,
chaque silence, et anticiper les conséquences possibles. Cette vigilance constante, bien que fatigante, était essentielle pour maintenir l'équilibre fragile de leur existence souterraine. La peur de la découverte, de la punition et de la répression était omniprésente. Mais Elisabeth apprenait à la transformer en une force protectrice. La peur devenait un instrument de discipline, une méthode pour inculquer prudence et vigilance aux enfants, et un moteur pour renforcer sa propre détermination. Elle développait une intelligence stratégique silencieuse, capable de naviguer dans un monde où chaque erreur pouvait être fatale. Malgré l'angoisse quotidienne, Elisabeth continuait à entretenir un espoir fragile. L'idée que le monde extérieur pourrait un jour découvrir leur situation, que la justice pourrait intervenir et que la lumière percerait l'obscurité de leur captivité, était une force psychologique vitale. Cet espoir lui permettait de continuer à se battre, à protéger ses enfants et à maintenir un équilibre mental face à l'horreur quotidienne. Le sous-sol était devenu un lieu de transformation silencieuse. Elisabeth et ses enfants développaient des compétences de survie, des stratégies psychologiques et des liens émotionnels extraordinaires. Chaque instant de vie, chaque interaction, chaque apprentissage était façonné par la nécessité de protéger l'humanité dans un environnement inhumain. Elisabeth n'était plus seulement une mère, elle était devenue une stratège, une éducatrice, une survivante. Chaque respiration, chaque geste, chaque planification était un acte de résistance. Elisabeth transformait la peur et l'oppression en énergie créative et protectrice. Elle enseignait à ses enfants l'observation, la prudence, la patience et la coopération. Ces compétences, essentielles à leur survie, étaient inculquées dans le cadre de jeux, d'histoires et de routines minutieusement élaborées. Elisabeth savait que leur futur dépendrait de leur capacité à naviguer dans un monde complexe, et elle faisait tout pour les préparer, même dans l'obscurité absolue. Les instants de tendresse étaient rares mais précieux. Elisabeth trouvait le moyen de rire avec ses enfants, de partager des moments de complicité, d'évoquer des souvenirs et de créer des illusions de normalité. Ces moments, bien que fugitifs, renforçaient les liens familiaux et nourrissaient l'espoir dans le cœur de chacun. Elisabeth savait que la force émotionnelle de sa famille était une arme essentielle pour traverser les années de captivité. Ainsi, chaque jour dans le sous-sol consolidait la résilience, l'intelligence et la détermination d'Elisabeth. Chaque acte, chaque décision, chaque interaction était un pas vers la survie et la préservation de l'humanité dans l'obscurité. Le temps, la peur et l'isolement étaient transformés en instruments de stratégie et de protection. Elisabeth devenait non seulement une victime, mais une survivante, capable de résister, de guider et de protéger dans un monde où tout semblait conçu pour détruire la vie et l'esprit. Avec le temps, Elisabeth développa une connaissance intime des routines, des réactions et des obsessions de Joseph. Chaque geste, chaque souffle, chaque silence était un signal à décoder pour anticiper ses actions et protéger ses enfants. La peur était omniprésente, mais elle était désormais accompagnée d'une lucidité stratégique qui transformait la terreur en outil de survie. Elisabeth avait appris à lire l'ombre comme un livre ouvert, à interpréter le moindre mouvement et à agir avant que le danger ne se manifeste. Les enfants grandissaient, et avec eux, les défis devenaient plus complexes. Leur curiosité naturelle se heurtait aux limites imposées par l'isolement. Elisabeth devait inventer des histoires plus élaborées, des jeux plus subtils, et créer des routines qui répondaient à leurs besoins intellectuels, tout en garantissant leur sécurité. Elle savait que chaque question posée pouvait devenir une menace, et chaque progrès, une étape fragile vers une autonomie potentiellement dangereuse. Dans ce monde clos, la créativité maternelle devenait un instrument de protection aussi vital que la vigilance. Chaque journée dans le sous-sol était un exercice de discipline et de stratégie. Elisabeth devait gérer les repas, les soins, les interactions et les routines avec une précision qui défiait l'épuisement. Chaque geste de ses enfants, chaque réaction de Joseph était minutieusement observée et analysée. Elisabeth organisait ses activités et celles de sa famille pour maximiser la sécurité, tout en essayant de préserver l'humanité et l'équilibre émotionnel dans un lieu conçu pour écraser l'esprit. Cette planification constante était épuisante, mais indispensable pour la survie. La solitude et l'isolement avaient transformé Elisabeth en une observatrice hors pair. Elle passait des heures à étudier son environnement, à analyser les mécanismes de domination de Joseph et à mémoriser chaque détail qui pourrait un jour être utile pour protéger ses enfants ou pour préparer une sortie éventuelle. Cette capacité d'observation était devenue un instrument de pouvoir silencieux,
une arme psychologique dans un monde où la force brute de Joseph régnait en maître. La maternité imposait un équilibre subtil entre affection, discipline et stratégie. Élisabeth devait protéger ses enfants non seulement des menaces physiques, mais aussi des traumatismes psychologiques. Elle transformait chaque jeu, chaque histoire, chaque interaction en enseignement sur la prudence, la coopération et l'intelligence émotionnelle. Les enfants apprenaient à lire les signes, à anticiper les réactions de leur père et à développer des compétences essentielles pour survivre dans l'obscurité. Élisabeth savait que cette éducation codée serait leur atout le plus précieux pour un futur libre et éclairé. L'éducation et la protection des enfants nécessitaient une ingéniosité constante. Élisabeth devait improviser des activités pour stimuler leur esprit, créer des rituels pour structurer le temps et inventer des histoires qui enseignaient des leçons de vie tout en préservant leur innocence. Chaque moment de jeu était conçu pour développer leur intelligence, leur curiosité et leur résilience. Élisabeth devenait une stratège éducative, transformant l'horreur du sous-sol en un terrain de survie et de préparation pour l'avenir. La perception du temps dans le sous-sol restait altérée. Les journées se succédaient sans repère naturel, et Élisabeth devait créer des marqueurs artificiels pour maintenir une continuité psychologique. Les anniversaires, les petites fêtes improvisées et les rituels quotidiens constituaient des repères essentiels pour ces enfants, permettant de structurer leur vie et de préserver leur santé mentale. Cette organisation méticuleuse était un acte de résistance silencieuse face à l'isolement et à l'oppression. Chaque année apportait de nouveaux défis. Les enfants devenaient plus grands, plus intelligents et plus conscients de leur environnement limité. Élisabeth devait continuellement adapter ses méthodes pour répondre à leur évolution, anticiper leurs besoins et éviter tout comportement qui pourrait éveiller la colère ou la curiosité de Joseph. La vigilance constante et la planification minutieuse étaient les piliers de la survie dans ce microcosme souterrain. La peur de Joseph restait omniprésente, mais Élisabeth avait appris à la transformer en force protectrice. Elle enseignait à ses enfants la prudence, la patience et l'observation, leur inculquant des compétences essentielles pour survivre. La peur devenait ainsi un instrument éducatif et stratégique, renforçant l'intelligence et la résilience de la famille. Élisabeth, malgré l'épuisement, restait la colonne vertébrale de ce fragile équilibre, capable de naviguer dans un environnement où chaque erreur pouvait être fatale. L'espoir demeurait un moteur essentiel. Élisabeth s'accrochait à l'idée que le monde extérieur pourrait un jour découvrir leur situation et intervenir. Cette vision de liberté, même lointaine et incertaine, nourrissait sa détermination et lui permettait de continuer à protéger ses enfants. L'espoir était devenu une arme psychologique puissante, une force intérieure qui la soutenait dans les moments les plus sombres et qui l'aidait à maintenir un équilibre mental fragile mais vital. Le sous-sol, malgré son confinement, était devenu un espace d'apprentissage et de préparation à la vie future. Élisabeth transformait chaque moment en opportunité d'éducation, chaque interaction en leçon de survie. Les enfants développaient des compétences d'observation, de prudence et de coopération, guidés par la stratégie et l'intelligence de leur mère. Chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque progrès était une victoire silencieuse sur la peur et l'isolement. Les instants de tendresse, bien que rares, étaient essentiels pour maintenir la cohésion familiale. Élisabeth trouvait le moyen de créer des moments de complicité, de rire, d'affection et d'imaginer un monde extérieur plus lumineux. Ces moments nourrissaient la résilience psychologique et renforçaient les liens familiaux, offrant un refuge temporaire contre l'horreur quotidienne. Chaque geste d'amour était une affirmation de vie, une résistance silencieuse face à l'oppression. Ainsi, la vie dans le sous-sol se poursuivait dans une alternance de peur, de vigilance, de créativité et de tendresse. Élisabeth, malgré l'horreur, avait transformé l'espace de captivité en un terrain d'éducation, de survie et de protection. Elle restait le pilier de la famille, capable de guider ses enfants dans l'obscurité avec une stratégie, une intelligence et une détermination extraordinaires. Chaque jour passé renforçait sa résilience et celle de ses enfants, consolidant un fragile équilibre qui, malgré tout, permettait à la vie de continuer. Les années d'enfermement avaient laissé leurs traces sur le corps et l'esprit d'Élisabeth, mais aussi sur ceux de ses enfants. Les cicatrices invisibles étaient plus profondes que toute plaie physique. Chaque étreinte, chaque sourire, chaque instant de tendresse partagé avec ses enfants était désormais empreint d'une intensité unique.
Élisabeth avait appris à mesurer la valeur de chaque geste, à transformer la rareté de l'affection en une force vitale, en un moteur de résilience et d'espoir. La peur continuait de planer, mais elle était tempérée par cette humanité que rien ne pouvait annihiler, pas même les 8642 jours d'enfer dans le sous-sol. Avec le temps, Élisabeth avait développé une stratégie de survie qui alliait vigilance, éducation, créativité et planification. Chaque recoin du sous-sol était organisé de manière à assurer la sécurité, chaque routine minutieusement orchestrée pour minimiser le risque d'erreur. Elle avait mémorisé les moindres habitudes de Joseph, ses moments de distraction, ses colères et ses silences. Cette connaissance accumulée, fruit d'années d'observation et de discipline, représentait une forme de pouvoir invisible. Élisabeth n'était plus seulement une victime, elle était devenue une stratège, capable de manipuler l'apparence de la soumission tout en gardant le contrôle de l'essentiel, la survie de sa famille. La vie des enfants avait évolué dans cet espace clos. Leur curiosité, leur intelligence et leur sens de l'observation avaient été façonnés par les exigences d'un environnement extrême. Élisabeth les avait préparés à détecter les signes de danger, à comprendre les intentions cachées et à naviguer dans l'obscurité avec prudence. Chaque jeu, chaque histoire, chaque leçon était un outil pédagogique, une manière de renforcer leur résilience et de cultiver un esprit libre malgré la captivité. Ces enfants avaient grandi avec une conscience aiguë des dangers, mais aussi avec une capacité extraordinaire à s'adapter et à survivre. L'isolement et la peur constante avaient également transformé Élisabeth sur le plan psychologique. Elle avait appris à maîtriser ses émotions, à convertir l'angoisse en vigilance et la douleur en énergie pour protéger ses enfants. Chaque décision, chaque geste, chaque parole retenue ou prononcée était un acte de survie. Élisabeth avait forgé une force mentale impressionnante, capable de résister aux pressions psychologiques les plus intenses et de maintenir l'équilibre fragile de sa famille dans un monde conçu pour détruire leur esprit. La perception du temps avait été bouleversée par des années de captivité. Les jours et les saisons s'effaçaient derrière la routine et l'obscurité. Élisabeth avait créé des repères artificiels, anniversaires, rituels, histoires répétitives qui structuraient le quotidien et permettaient aux enfants de conserver un sens de continuité. Ces repères, bien que simples, étaient essentiels pour préserver la santé mentale et le sens de l'identité de chacun. Chaque instant était investi d'une intention éducative et protectrice, transformant le sous-sol en un microcosme où l'espoir persistait malgré l'oppression. Les moments de complicité et de tendresse étaient rares mais précieux. Élisabeth savait que ces instants de joie, de rire ou de câlin étaient des moments de résistance silencieuse, des affirmations de vie dans un lieu conçu pour écraser l'âme. Chaque sourire de ses enfants renforçait sa détermination, chaque éclat de rire constituait une victoire sur la peur et la solitude. Ces moments, fugaces mais intenses, étaient un rappel que l'humanité pouvait survivre même dans les conditions les plus inhumaines. La vigilance restait une constante. Élisabeth devait surveiller chaque geste de Joseph, anticiper chaque réaction et préparer ses enfants à répondre avec prudence. Les enfants eux-mêmes devenaient des participants actifs dans cette stratégie de survie, apprenant à décoder les signaux, à rester silencieux et à agir avec discernement. La famille fonctionnait comme un système coordonné où chaque individu jouait un rôle crucial dans la préservation de la sécurité collective. Cette coordination, née de la nécessité, avait forgé un lien indéfectible entre Élisabeth et ses enfants. Malgré les années, l'espoir demeurait le moteur invisible de leur survie. Élisabeth s'accrochait à l'idée que la vérité finirait par éclater, que le monde extérieur découvrirait leur existence et que la justice interviendrait. Cet espoir, fragile mais persistant, nourrissait sa force mentale et guidait chaque décision, chaque geste et chaque planification. Même dans l'obscurité la plus totale, Élisabeth percevait la lumière d'un futur possible, et cette vision était devenue une source essentielle de résilience. Les stratégies élaborées par Élisabeth pour protéger ses enfants et elle-même se perfectionnaient chaque jour. Elle utilisait son intelligence, sa patience et sa créativité pour créer des routines, enseigner des compétences essentielles et maintenir un équilibre psychologique. Chaque instant était investi dans la survie et le développement de ses enfants, chaque choix orienté vers la préservation de leur humanité. Le sous-sol, lieu de terreur, était paradoxalement devenu un espace de transmission et de préparation,
où la peur et l'amour coexistaient dans une dynamique de survie et de résistance. L'expérience avait également forgé en Élisabeth une compréhension profonde de la nature humaine. Elle avait observé les comportements, les motivations et les faiblesses de Joseph, et avait appris à naviguer dans ce monde de domination et de manipulation. Cette connaissance, fruit d'années d'observation et de réflexion, était un outil stratégique pour anticiper les dangers et préserver la sécurité de sa famille. Élisabeth n'était plus seulement une captive, elle était une survivante dotée d'une intelligence pratique et psychologique exceptionnelle. Enfin, le jour de la libération approchait, même si Élisabeth ne le savait pas encore avec certitude. Le sous-sol avait été le théâtre de 1642 jours d'horreur, de stratégie, de survie et de résistance silencieuse. Chaque respiration, chaque geste, chaque enseignement, chaque moment de tendresse avait contribué à construire un fragile équilibre, permettant à Élisabeth et à ses enfants de traverser l'inimaginable. La force intérieure d'Élisabeth, combinée à l'ingéniosité et à la résilience de ses enfants, avait permis à la vie de persister malgré tout. Lorsque la police pénétra enfin dans le sous-sol, la scène qui s'offrit à eux était celle d'une famille marquée par l'horreur mais encore vivante. Une famille qui avait survécu contre toute attente. Élisabeth, ses enfants et leur force psychologique avaient triomphé de l'isolement, de la peur et de la brutalité. Les murs sombres du sous-sol n'avaient pas réussi à détruire leur humanité ni à effacer la lumière qui brûlait dans leur cœur. L'histoire d'Élisabeth Fritzl est celle d'une résistance silencieuse, d'un courage extraordinaire et de la puissance de l'esprit humain face à l'inhumanité la plus totale. Dans les années qui suivirent, Élisabeth travailla à reconstruire sa vie et celle de ses enfants. Les cicatrices psychologiques étaient profondes, mais la famille y trouva progressivement des moyens de guérir, de réapprendre la liberté et de reconstruire les liens avec le monde extérieur. Chaque sourire retrouvé, chaque instant de joie, chaque pas vers la normalité était une victoire sur les années d'enfermement. Élisabeth avait transformé l'horreur en résilience, la peur en vigilance et l'isolement en force. L'histoire de l'affaire Fritzl est un rappel brutal de la capacité de l'homme à infliger la souffrance, mais aussi de la capacité de l'esprit humain à résister, survivre et finalement triompher. Élisabeth, par sa force, son intelligence et son amour pour ses enfants, a incarné cette lutte, transformant les ténèbres de sa captivité en une leçon de résilience et de courage pour le monde entier. Ces 1642 jours en enfer sont devenus un témoignage de la puissance de l'espoir et de la détermination humaine, montrant que même dans les conditions les plus extrêmes, l'esprit et le cœur peuvent perdurer et triompher.